Bonjour à tous et bienvenue. Le Tchad s'est réveillé dans un calme précaire après une journée sanglante. Les manifestations d'hier ont fait une cinquantaine de morts dans le pays, selon le Premier ministre qui a annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes d'opposition et un couvre-feu. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre ce récapitulatif de la situation et c'est signé Davis Oyo. Jeudi noir à N'Djamena. Ce 20 octobre 2022, des centaines d'habitants de la capitale tchadienne sont sortis dans les rues à l'appel de l'opposition pour manifester contre la prolongation de 18 mois à 2 ans de transition du général Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir depuis le décès de son père. Bilan, plus d'une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés selon les autorités tchadiennes. Parmi le chapelet de revendications, les manifestants dénoncent une gestion du pouvoir de manière monarchique et des engagements non respectés. Ils demandent également la fin de la transition militaire afin que le pouvoir revienne aux civils avec à la clé l'organisation d'élections dans un bref délai. On veut l'égalité, on veut la justice! Ces manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre interviennent quelques jours après l'investiture du général Mahamat Idriss Déby Itno à la tête de l'État tchadien. L'ONU déplore le recours à la force et demande une enquête pour situer les responsabilités. La France condamne la répression mortelle, une posture également adoptée par l'Union africaine qui appelle au calme. Ce vendredi matin, un calme précaire semble régner à N'Djamena, la capitale du Tchad. Pour rappel, le père du nouvel homme fort du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, a régné sans partage durant 40 ans jusqu'à sa mort le 20 avril 2021. Au Tchad, de violents heurts entre policiers et manifestants ont fait jeudi 20 octobre une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés à travers le pays, surtout à N'Djamena, Moundou et Koumra, a déclaré donc le Premier ministre Saleh Kebzako. Les manifestants ont protesté contre la prolongation de la transition de 2 ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, arrivé à la tête du pays par un coup d'État militaire il y a 18 mois. Et pour en parler, je reçois 2 confrères, le journaliste Valentin Boungeng, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et l'Ancinek Bakayoko, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, on vient de le dire à l'entame de cette émission, les raisons qui ont mené à ces manifestations et à cette répression sanglante. Ce drame, très honnêtement, n'était-il pas prévisible, Valentin Boungeng? Oui, c'est un drame prévisible si on se réfère donc à l'histoire politique de ce pays, du Tchad, qui est une histoire politique très sanglante. Et lorsqu'on se rend compte que les conditions d'importance, les conditions majeures qui ont amené à l'instabilité du Tchad sont toujours présentes. Le pays est confronté donc à une rébellion armée qui est scindée en pratiquement 4 groupes rebelles. Il y a le mécontentement populaire qui se généralise et puis il y a une mobilisation de la société civile qu'on n'avait pas vu avant. Et comme le pays a une tradition de répression assez sanglante des manifestations, eh bien, ça a conduit à ce qu'on a vu au Tchad avant-hier. Oui, indépendamment des velléités irrédentistes qui ont toujours existé au niveau du Tchad, il y a que la vie sociale même s'est dégradée du fait de la conjoncture mondiale, mais qui est beaucoup plus exacerbée au niveau du Tchad. Il y a aussi les clivages un peu tribalistes. Et puis, il y a le déficit d'alternance qui, tout ça, on finit par excéder une partie des Tchadiens. Et donc, manifestement, on était en droit de s'attendre à des débordements, et comme ça fut le cas hier. Mais justement, il y a eu plusieurs séquences politiques depuis le décès d'Idriss Déby Itno au Tchad. On se souvient d'une première transition, de négociations à Doha, d'un dialogue national inclusif. Et on a l'impression qu'on revient au point de départ, finalement, avec le maintien au pouvoir d'un régime militaire, autoritaire et quasi monarchique. À quoi ont servi ces 18 mois de transition, finalement? Les 18 mois de transition ont servi au pouvoir actuel pour essayer donc de s'incruster dans la population.
population pour essayer d'avoir une légitimité qu'ils n'avaient pas au départ. Donc ça a été essentiellement cela. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives d'ouverture. On peut s'interroger sur leur sincérité ou pas, c'est un autre débat. Mais il y a eu quand même des tentatives d'ouverture avec des gestes forts. Il y a eu un dialogue national dit inclusif et souverain, mais qui, à l'analyse, ne l'a pas été, puisque plusieurs groupes ont été exclus de ce dialogue. Et puis, donc, comme je le disais, beaucoup de facteurs qui sont à l'origine de l'instabilité du pays sont toujours présents. On a évoqué tout à l'heure donc la paupérisation de la population également, et surtout le sentiment de la population que ces 18 mois n'ont servi en réalité au pouvoir qu'à chercher, donc à réinstituer, sinon à poursuivre les 30 ans pratiquement de débit pair. Les dés étaient bipés dès le départ. Ils ont fait semblant de vouloir négocier. Il faut d'abord préciser que les rencontres qui ont eu lieu à Doha étaient des pré-rencontres. C'était des rencontres préparatoires au dialogue inclusif qui devait avoir lieu à N'Djamena. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie de l'opposition, surtout l'opposition armée, a élu, si vous voulez, était dans le Golfe. On va dire à Doha, au Qatar. Donc c'est pour ça que les gens sont allés là-bas. Et le Qatar lui-même s'est proposé pour servir de médiateur ou bien pour rassurer les différents protagonistes en vue de ce dialogue inclusif. Mais manifestement, le pouvoir de N'Djamena avait pour prétention, et on l'a vu très clairement, de mettre les Tchadiens devant le fait accompli et de sorte à pouvoir se pérenniser au pouvoir. Donc il y a eu beaucoup de manœuvres. C'était une duperie. On ne va pas dire que c'était une duperie, mais c'était une manœuvre purement politicienne, de sorte à s'allier une bonne partie de l'opposition. Bon, ils ont reçu leur coup puisque le chef de l'opposition qui a remplacé l'ancien Premier ministre Albert Payini Padaké, je vais parler de Salih Kebzabo, a réussi à rallier, ils ont réussi à rallier cet opposant radical à leur cause et puis plusieurs autres opposants. Et donc, le coup était bien parti, mais malheureusement, il y en a d'autres qui sont effectivement beaucoup plus coriaces. On va s'intéresser au Premier ministre, mais actuel pour le coup, donc Salih Kebzabo, qui a quand même affirmé, je le cite, que ce qui s'est passé ce jeudi est une tentative de coup d'État. C'était une insurrection populaire en vue de s'emparer du pouvoir par la force. Très franchement, messieurs, cette thèse est-elle plausible? C'est la thèse de tout gouvernant qui défend, donc qui défend justement la répression qui a été la violence et la répression, parce que à l'heure de la reddition des comptes, ils seront obligés de dire pourquoi la répression a été aussi sanglante. Et s'ils disent qu'il s'agit juste d'un mouvement de personnes de la société civile, eh bien, on dira que la réponse a été disproportionnée. Donc, c'est tout à fait plausible, venant d'eux, qu'ils puissent parler d'insurrection populaire et des tentatives de coup d'État. Pour justifier, parce que toujours dans ses propos, il nous dit que effectivement les forces de l'ordre doivent respecter certaines consignes, celle de ne pas tirer à balles réelles sur les manifestants, mais selon lui, ce n'étaient pas des manifestants, et deux, les forces de l'ordre devaient se défendre. Encore une fois, les images auxquelles on a assisté hier, sont-elles des images d'un cas de légitime défense ou c'est pour justifier l'injustifiable? Il est évident que la réplique de l'armée tchadienne était complètement disproportionnée. Il y avait d'autres forces de maintien de l'ordre, je vais parler de la police et même de la gendarmerie, parce que les images que nous avons vues, il y avait manifestement, les manifestants avaient des cailloux, des cocktails Molotov, des branchages. Et donc, il est difficile de croire que ces manifestants avaient des armes à feu, comme le prétend le Premier ministre Salih Kebzabo. Mais il est évident que nous sommes à l'heure de la reddition des comptes, donc il est clair qu'il ne viendra pas dire que les manifestants étaient des manifestants normaux. Et donc, c'est de bon droit pour lui de trouver des raisons que nous pouvons juger fallacieuses ou non, mais ce sont des raisons quand même qui ont justifié l'usage de la force. Mais moi, je pense que c'était un message fort qu'il lançait à l'opposition, en tout cas pas maintenant, mais pour les jours à venir, pour dire nous ne sommes pas là pour rigoler. C'est une manière aussi de rejeter leurs responsabilités, notamment sur les organisateurs de ces manifestations. Absolument. Ces événements ont suscité plusieurs déclarations, ce qui est normal et logique dans ces cas de figure. On a bien sûr les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la France. Tous condamnent ce drame, mais ces constatations de principe sont-elles suffisantes? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même histoire. Oui, comme sur plusieurs théâtres d'opération, il y a donc des condamnations de principe.
Maintenant, passer ce stade de condamnation des principes, il faut passer à l'action. C'est l'action qu'on veut voir. C'est suivi de quels actes concrets pour éviter au moins la répétition de telles répressions. C'est ce qu'on attend de voir. Or, sur ce chapitre, les organisations que vous venez de citer n'ont pas brillé par le passé par leur activisme. Parler de sanctions, l'Union africaine, elle ne peut pas exclure le Tchad de ces instances? Moi, ça va être difficile parce que d'abord, il faut comprendre que les sanctions que les organisations internationales prennent contre un pays se font crescendo. Alors, il aurait fallu que peut-être la CEMAC ou la CAC d'abord prennent des décisions qui vont être endossées par l'Union africaine et probablement par la communauté internationale, je vais parler de l'ONU. Mais malheureusement, la CAC, la CEMAC ont brillé par leur silence. Et bien justement, parlons-en d'eux directement, puisque effectivement vous parlez du principe de subsidiarité qui veut que ce soit l'institution de proximité qui se prononce en premier, comme pour l'Afrique occidentale, la CEDEAO. Et là, effectivement, ils n'ont pas réagi depuis la mort de Déby Père. Et ce silence est assourdissant. Messieurs, à quoi servent ces institutions? Ce sont des coquilles vides. La CEAC et la CEMAC? Bon, ce n'est pas les seuls coquilles vides en termes institutionnels dans le droit international. On peut en dire autant même de l'ONU. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Toujours les questions récurrentes. À quoi ça sert quand on regarde le nombre de crises qui surviennent et comment c'est réglé très généralement en dehors du cadre onusien? On peut dire que les organisations internationales, ce n'est pas un fait inédit. Par contre, là où je veux mettre le curseur, c'est sur le fait que s'il n'y a pas une réponse immédiate, ferme, par exemple, des organisations comme la CEMAC, ça a aussi une origine. Il faut dire la stature de Déby Père a fait en sorte que, ils sont timorés dans leur réponse. Vous savez que pendant longtemps, l'État tchadien était considéré comme un État néant, jusqu'à ce que, avec Déby Père, ça devienne pratiquement le sauveur dans la région en termes de lutte contre les mouvements insurrectionnels, islamistes, contre le terrorisme et autres. Vous savez que l'armée tchadienne a dû intervenir même jusqu'au grand Nigeria voisin, qui avait du mal à contenir Boko Haram, a dû intervenir au Cameroun également, a dû intervenir sur d'autres théâtres beaucoup plus loin, au Mali, en Centrafrique et autres. Donc il y a tout ça qui s'est passé et il y a l'héritage de Déby. On se dit, Déby fils, on va être un peu tolérant envers lui parce qu'on peut avoir recours à lui. Parce que malgré la disparition de Déby Père, il y a quand même toujours 1400 militaires tchadiens qui sont au Mali, dans le Sahel. Et les configurations géopolitiques n'ont pas changé. Moi, je vois autre chose que ça. Ça dit que ce que Valentin dit, oui, ça fait partie des thèses. Mais moi, je pense que c'est davantage parce que les États, les chefs d'État de la zone CEMAC n'ont pas beaucoup plus de légitimité que le Tchad, que les autorités du Tchad, puisque tous ont des velléités semblables. Bon, le Cameroun ne fait pas mieux que le Tchad en matière de répression. Il faut dire qu'aujourd'hui, au moment où on vous parle... Et de longévité au pouvoir. De longévité. C'est depuis 1940, le 6 novembre, la semaine prochaine, ça lui fera près de 40 ans au pouvoir. Et donc, lui, en matière de répression, il n'est pas tout à fait différent du régime tchadien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez toutes ces dérives qui se passent dans le pays anglophone. Et il y a aussi que l'opposition politique elle-même est aujourd'hui embastillée. Il faut savoir qu'il y a au moins 40 militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui sont aujourd'hui, qui sont devant la cour, et même dont des personnalités importantes comme Olivier Bibou-Noussa, qui est le porte-parole de Maurice Kamto, et Alain Fogué, le trésorier général, qui sont des personnalités importantes de l'opposition. Donc le Cameroun n'a pas de légitimité, alors que c'est lui qui devait être le leader naturel de la région. Et quand on va en Centrafrique, Touadéra non plus, lui, il est dans un état un peu plus circonscrit, parce qu'aujourd'hui son pouvoir est complètement limité autour de N'Djamena et aux alentours, donc il n'a pas plus de légitimité. Et le mode de succession au niveau du Tchad, il y a des velléités comme ça au Congo et c'est quoi des mots? En fait, pour être très sincère, les pays d'Afrique centrale, ça, on va dire, ressemblent de plus en plus à des monarchies. De fait. Bon, Obiang Nguema, depuis 1979, est au pouvoir. Ça fait pratiquement 43 ans. Le Congo-Brazzaville, les deux, à part l'intermède de Lissouba entre 92 et 97, depuis 1979 est aussi au pouvoir. C'est-à-dire près de 37 ans sans discontinuer. Et dont le fils va peut-être prendre la suite. Le régime camerounais aussi, ça fait 40 ans. Donc, ce n'est pas des gens qui sont piqués par le virus de la démocratie. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir donner des leçons à N'Djamena.
Alors pour revenir sur le Tchad, on a bien compris la situation sous-région, le manque d'exemplarité ne leur permet pas d'intervenir ou même ce ne serait que de parler. Le chef de file de l'exposition, Succès Masral, disait qu'il fallait que les partenaires tchadiens prennent leurs responsabilités. Il s'adresse à qui? Parce qu'après on va parler du cas de la France. Il s'adresse à qui? Qui doit prendre ses responsabilités quand il parle aux partenaires tchadiens? Franchement, moi je ne suis pas dans l'esprit de Masral, mais je me dis que quand il parle de partenaires, il faut regarder quels sont les partenaires les plus forts du Tchad. Les premiers partenaires du Tchad, c'est d'abord la France. C'est d'abord la France et puis éventuellement les États voisins, mais d'abord la France et puis les institutions internationales, comme les institutions même de Bretton Woods. Pourquoi c'est un échec collectif, le cas du Tchad? Un échec collectif. International? Bon, disons que oui, c'est une situation assez embarrassante parce que ça fait des décennies que le Tchad est dans cette situation sans qu'on puisse véritablement régler le problème. Et comme je le disais, j'insiste aussi, c'est vrai que, comme disait l'enseignant tout à l'heure, il y a l'aspect manque d'exemplarité des autres pays de la région, mais il y a surtout l'aspect, le Tchad est devenu un pivot de la lutte antiterroriste. Or, aujourd'hui, pour tous les partenaires, les grands partenaires du Tchad, qu'il s'agisse de la France, des États-Unis, des autres pays occidentaux, eux, c'est le nouveau lecteur, le disque dur, c'est la lutte contre le terrorisme. Et N'Djamena a été et reste encore un pivot. D'ailleurs, l'état-major de Barkhane, ou ce qu'il en reste, y est toujours. Et c'est dit que c'est un facteur qu'il faut prendre en compte et qui fait en sorte que généralement, on est beaucoup plus conciliant, beaucoup plus tolérant, on essaie de comprendre, on essaie d'arrondir les angles. Donc, oui, allez-y. Moi, je suis souvent peiné de voir les hommes politiques africains interpeller la France. Parce qu'aujourd'hui, la France est dans une sorte de dilemme. Je suis complètement ahuri de voir Succès Masra demander l'intervention de la France, parce qu'en clin d'œil, le clin d'œil, c'est à la France qu'il le fait directement. Parce que si la France intervient, et ça s'est passé ailleurs, on sait bien qu'en Centrafrique, c'est les Centrafricains qui avaient demandé à Paris de venir intervenir en Centrafrique, mais après, il y a un sentiment anti-français qui s'est dégagé, et on a dit que la France s'immisçait dans les affaires intérieures des pays, notamment des pays francophones. Et aujourd'hui, Succès Masra, qui se pose comme le chantre du panafricanisme au niveau du Tchad, je suis complètement ahuri qu'il fasse intervention. Il demande à la France d'intervenir. Et peut-être s'il intervient, peut-être politiquement, mais sinon, militairement, je ne vois pas comment la France pourrait aujourd'hui intervenir sans s'enfoncer au niveau des observations qui sont faites autour d'elle par rapport aux anti-français, aux gens qui veulent la voir hors de l'Afrique. Alors, sachant qu'on rappelle quand même, ce n'était pas lié directement à ça, mais on se souvient qu'il y a quand même une manifestation anti-française le 14 mai, sous le pouvoir d'Ebi-Fils. Maintenant, restons sur la France, parce qu'effectivement, elle a condamné, elle a quand même tenu à préciser qu'elle n'était pas impliquée, que cela relève strictement de la politique nationale tchadienne, ce qui s'est passé lors des tragiques événements d'hier. Mais pour beaucoup, la France a une part de responsabilité, même indirecte. Est-ce vrai? Parce que ça rejoint un peu ce que disait Lassine Bakayoko par rapport à la France. Est-ce vrai? Est-ce que la France a, pour certains, pour être très direct, du sang sur les mains avec ce qui s'est passé hier, indirectement? Bon, je ne sais pas si exactement par rapport à hier, on peut dire que la France est liée directement ou pas, mais une part des responsabilités de la France par rapport à ce qui se passe de manière générale au Tchad depuis ces 3-4 dernières décennies, assurément oui. Il y a au moins une responsabilité indirecte dans le fait, ne serait-ce que dans le fait que le Tchad est le pays dans lequel la France est intervenue le plus en Afrique, après les indépendances. Il n'y a pas eu autant d'interventions extérieures de la France dans un pays africain qu'au Tchad, juste après les indépendances. Et ne serait-ce que parce que la France a adoubé certains régimes, notamment de façon immédiate le régime de Déby Père, puis celui de Déby Fils, je pense dans un souci de stabilité. Ne serait-ce que ce fait peut amener à penser que la France porte une responsabilité, au moins indirecte, dans ce qui arrive au Tchad. Mais par rapport à hier, il y a eu des faits, réels, notamment la prolongation donc, de la transition et autres par
par la junte actuelle qui est à l'origine véritablement de ce soulèvement populaire. Oui, c'est une responsabilité locale, mais peut-être un soutien international, et notamment à travers la France, parce que vraiment, à la mort de Idriss Déby Itno, Macron est arrivé, et en préparant l'émission, j'ai regardé hier ses propos, cette espèce d'oraison funèbre. Là. On aurait dit qu'il rendait hommage, on ne sait pas, à Jean Moulin ou à Nelson Mandela, en disant, je le cite, « La France ne soutiendra toujours le Tchad, quoi qu'il en coûte ». Donc c'est cet appui assumé de Paris qui permet à tout le monde de l'accuser indirectement des malheurs de ce pays. Oui, moi je pense que la France défend ses positions géostratégiques. Et donc le Tchad est considéré par beaucoup de personnes comme une sorte de digue contre les irrédentistes, ou bien contre les djihadistes, ou bien contre les islamistes qui sont en train d'estimer le continent. Donc le Tchad a une position dont Paris use pour intervenir au niveau de l'Afrique centrale. Tout à l'heure, Valentin disait que la force Barkhane a son siège qui est quasiment, ce qui en reste, est à N'Djamena. Donc N'Djamena a toujours été une sorte de partenaire privilégié, une sorte de partenaire stratégique pour Paris. Et puis, d'un point de vue géopolitique aussi, perdre N'Djamena serait aussi une grosse perte pour la France. Et donc, l'un dans l'autre, il va sans dire que Paris ne va pas tout de suite arrêter son soutien à ce qui se passe au Tchad. Vous avez bien vu que c'est Paris qui a adoubé... Malgré le sentiment anti-français grandissant. Oui, mais c'est Paris qui a adoubé le général Mahamat Idriss Déby. Tout le monde a vu que le président de l'Assemblée nationale, Ouligam, qui lui... de façon officielle, on dit qu'il a renoncé au pouvoir, mais je ne suis pas convaincu que ce n'était pas des manœuvres politiciennes. Et vous voyez que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, secrétaire général du MPS, est un pion stratégique qui a souvent participé à des rencontres avec Paris. Monsieur, dernière question, c'est quoi la suite après ce retour au calme précaire? À quoi doit-on s'attendre? Je pense que les prochains jours... vont être quand même assez difficiles. C'est vrai que le pouvoir a essayé, comme disait l'enseignant tout à l'heure, d'envoyer un message, un signal fort pour dire, attention, si vous manifestez, voilà ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, je pense que les facteurs déstabilisateurs sont tels que cela m'étonnerait que la situation, que le Tchad retrouve dans les plus brefs délais sa stabilité, parce que les facteurs de déstabilisation sont là, les groupes armés sont là, pullulent de plus en plus, l'opposition aussi ne baisse pas les bras, la société civile s'anime, en tout temps l'économie n'est pas prospère, pour dire le moins. Le pays est aujourd'hui pratiquement près de 40%, selon les dernières estimations des organisations onusiennes, près de 40% des Tchadiens ont besoin d'une aide humanitaire. Et donc c'est une situation assez explosive. Et ce n'est même pas lié seulement, à mon avis, au cas Mahamat Idriss Déby qui est au pouvoir, mais quel que soit celui qui arrivera, il faut bien que ces problèmes-là trouvent une solution globale, qu'il s'agisse d'une solution qui ne soit plus seulement dans l'ordre de la répression, mais des solutions de fond. Moi, je pense que le Tchad est toujours dans des difficultés parce qu'aujourd'hui, la contestation, l'épicentre de la contestation, c'est dans le sud du pays. On parle de Moundou, on parle de Sa, on parle de Doba, qui sont dans le sud du pays. Et ces régions sont frontalières à des régions d'instabilité comme la Centrafrique ou peut-être même le nord-est du Cameroun où Boko Haram reste un peu dormant. Donc, et puis, il y a la Libye qui est frontalière et tout aussi le Soudan. Donc, vous voyez, le Tchad est complètement encerclé par la violence, par des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Et puis, il va sans dire aussi que le fait, Mahamat Ali, qui, dit-on, serait en Libye, pour d'autres, il serait au Qatar, a clairement déclaré qu'aujourd'hui, il risque de reprendre les armes contre le pouvoir de... Oui, je rappelle qu'il y a eu quand même, d'après nos correspondants, près de 1000 opposants arrêtés depuis hier. Voilà, la tension va s'accentuer. La tension va manifestement s'accentuer, si elle ne l'est déjà. Mais je crains que le régime puisse contenir, puisque les opposants qui étaient là, bon, il y avait une opposition civilisée, symbolisée peut-être par Saleh Kebzabo, mais qui aujourd'hui est considéré comme un des apparatchiks même du nouveau pouvoir.
Et donc, il va sans dire que la contestation va redescendre même au cœur du régime, je veux dire au cœur de la capitale, des zones qui étaient des zones considérées comme des zones stables. Et donc, je pense que N'Djamena devra retrousser les manches pour contenir ce qui va arriver. En tout cas, le Tchad, c'est un verrou stratégique et s'il saute, tout saute autour. C'est ça la réalité. Ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci infiniment pour tous les éléments de réponse. Merci de nous avoir suivis.